Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre thème est celui de l'énergie. On va débattre de l'énergie, parler avec notre invité. Les matières premières constituent un enjeu très important dans la vie des pays. De fait, un méga débat s'installe entre les pays, entre les climato-sceptiques, à leur tête les États-Unis qui disent non. L'utilisation des énergies fossiles ne nuit pas à la nature. Entre autres, on trouve l'accord ou la déclaration de Manhattan ou la pétition d'Oregon, tout ça signé par 31 000 scientifiques qui nous disent non, au contraire, les énergies fossiles font du bien à la Terre. D'ailleurs, les Américains n'ont pas osé signer le protocole de Kyoto en 1992 et ils sont sortis de la COP 21 le 1er juin 2017. Tout ça prouve que le mode de vie américain, il n'est pas négociable, selon les dires des présidents américains qui se sont succédés. En d'autre part, il y a les gens qui tirent l'alarme et qui sont là pour protéger la Terre. Ils nous disent que oui, les matières premières sont une richesse formidable, mais attention, il y a des contraintes formidables, des contraintes géopolitiques, des contraintes de ressources, parce que bon, là, on est en train de puiser dans des ressources sans penser aux générations futures. L'Algérie est un pays qui adhère à tous les protocoles du développement durable. On a prédit 27% de substitution de transition énergétique d'ici 2030 ou 2035. Ça dépend les ministres qui sont succédés aux affaires. Et elle trace une politique des énergies renouvelables qui est parfois claire et parfois pas claire. Avec nous, M. Hasni, consultant en transition énergétique, est là avec nous aujourd'hui pour aussi débattre de ce sujet aussi important qu'il soit. M. Hasni, bonjour. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, merci. Alors, M. Hasni, quel est le degré de prise de conscience de l'Algérie à la transition énergétique pour sortir du tout pétrole? Bien, je vous remercie pour l'invitation d'abord. Et je vais me permettre, avant de répondre à votre question, d'aborder, dans le préambule de cette rencontre, vous avez parlé des problèmes climatiques et de la rareté des ressources. Je voudrais quand même différencier les ressources. L'énergie demeure particulière. C'est d'abord une ressource qui se raréfie, on le sait, que les limites des ressources fossiles tournent autour de 2030 maintenant. On a vu même des chiffres qui avant cela, avancés par certains responsables. Maintenant, il faut dire que l'énergie est aussi la cause principale de la pollution et donc des problèmes climatiques que nous rencontrons. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. On peut le contester, on peut le contester. Maintenant, il faut laisser la parole aux scientifiques. Et les scientifiques ont apporté suffisamment de preuves pour cela. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération. Le changement climatique est une réalité. Lorsque vous êtes, rien qu'en Algérie, en mois de janvier avec des températures de 21 degrés, vous pouvez vous poser des questions. Aujourd'hui, on se baigne encore dans le sud de la France. Bon. Mais il y a des scientifiques qui vous disent, M. Hasni, permettez-moi de vous interrompre, il y a des scientifiques qui vous disent non, mais c'est un cycle climatique qui revient tous les 8000 ans. Il y a ce qu'on appelle la carotte de glace, qui est en train qu'on peut analyser et voir que le climat, c'est un phénomène cyclique. Je vous rejoins. Maintenant, vous parlez à l'ère, je dirais, de l'existence du monde. Il y a d'autres scientifiques qui vous disent que le désert, le Sahara, n'était pas un désert avant, mais c'est vrai, c'était un immense lac avec tous les animaux que vous connaissez, et que ce cycle est de 20 000 ans.
Ça veut dire, nous avons, depuis la désertification, nous avons en fait 7 à 8 000 ans. Ça veut dire que dans 12 000 ans, ça va redevenir 20. Mais ce sera dans 12 000 ans. Si vous me parlez à l'échelle du monde, de l'univers, votre remarque ne tient pas. Nous, on parle sur les années qui viennent. Et nous allons subir, nous, notre génération, l'impact de cela. C'est vrai que dans 1000 ou 2000 ans, ça va changer. Il faut donner le temps au temps de pouvoir absorber toutes ces perturbations. Mais l'être humain, on a bien vu la disparition de tous les habitants de cette planète à cause de ces phénomènes qui sont arrivés. Alors, je vais quand même revenir à la question que vous m'avez posée. Et par là même rappeler que notre pays avait pris l'engagement à la COP 21 de réduire de 7% ses émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il y avait un programme qui permettait, avec les ENR, de représenter 27% de la production électrique en 2030. Les réalisations sont autour aujourd'hui de 400 MW, c'est tout pour les énergies renouvelables, sachant que le programme de 4000 MW semble être remporté. Le pays investit durablement dans les voitures à moteur à combustion interne, au détriment des voitures électriques. Les approches restrictives à l'investissement, hors les moyens de l'État, bloquent toute autre initiative. Alors, on est dans une phase où les moyens financiers se réduisent. Donc, il y a la volonté exprimée par le président de la République d'accorder la priorité aux énergies renouvelables. Est-ce que ce n'est pas le but de puiser dans le fonds du climat qui est mis à disposition à 100 milliards de dollars? C'est vrai, mais restons d'abord à la réponse à votre première question. Mais les faits aujourd'hui, sont là pour vous montrer qu'on a des difficultés à pouvoir redémarrer, relancer les énergies renouvelables. Ça, c'est un fait. Donc, par là même, je réponds à votre question que aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de pouvoir, nous n'avons pas démontré qu'on avait cette volonté de pouvoir lancer tout ce programme d'énergie renouvelable malgré toute la priorité accordée par le président de la République. Les déclarations des plus hautes instances du pays nous disent aussi qu'il faut utiliser toutes les richesses de l'Algérie, y compris les richesses non conventionnelles. Attendez, ce qu'on est en train de vous dire, on dit aujourd'hui que la rareté des ressources va nous emmener à nous engager vers un mix énergétique qui doit découler de toute l'évaluation d'un modèle de consommation énergétique. Vous ne pouvez pas continuer à exprimer tous vos besoins sur la base d'une consommation actuelle qui va nous mener la tête contre le mur. Le gaspillage qui existe en termes de consommation atteint un niveau qui devient inacceptable. Vous avez bien remarqué que peut-être que le ministre de l'Énergie avait fait une erreur, mais il n'a fait qu'exprimer cela en disant « Écoutez, dans 3 ans, on n'aura pas assez de gaz ». C'était pour exprimer ses craintes sur le modèle existant de consommation énergétique qu'il faut aujourd'hui arrêter. Il faut mettre on ne peut pas continuer à suivre une demande qui est basée sur un gaspillage du niveau qui existe aujourd'hui. 60% de l'électricité va aux ménages, alors que dans tous les pays du monde, les ménages d'abord, ce ne créent pas de la richesse, donc votre croissance est en fait un peu atténuée par cette déperdition d'énergie qui va...
Et toute cette électricité que vous produisez, vous le faites avec du gaz. Nous atteignons aujourd'hui des consommations qui dépassent les 40 milliards de mètres cubes de gaz pour la génération électrique. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors, comment revenir à une efficacité énergétique, mais d'abord revenir à un modèle de consommation énergétique, et qui vous permettra de cibler ce mix énergétique, où, effectivement, toutes les énergies disponibles auront la possibilité d'être examinées. Ça ne veut pas dire qu'on va retenir tout cela. C'est le résultat de cette étude de modèle consommation énergétique sur la base des paramètres principaux, sécurité énergétique, coût, protection du climat, vous allez l'intégrer. Si vous prenez seulement ce dernier paramètre, les conclusions de la COP 21 à Paris vous disent que vous devez laisser 80% des énergies fossiles sous terre. Donc, soit vous respectez vos engagements, soit vous dites non, moi je ne respecte pas les engagements. Alors maintenant, la question va être posée, pourquoi on a signé ces engagements? Vous l'avez dit, c'est pour avoir accès à des financements. Mais qu'est-ce que vous faites pour permettre à ces financements de pouvoir vous arriver? On vous dit, dans les nouveaux projets, et de préciser votre contexte d'investissement, faciliter l'investissement, pour pouvoir vous donner tout cet argent-là qui viendra, non pas comme une dette de l'État, comme on semble nous le faire croire, ça viendra tout simplement par le biais des IDE, donc des investisseurs qui vont venir et qui n'engageront en aucune façon l'endettement de l'État. On va y revenir, M. Hasni, on va y revenir. Mais là, j'ai envie de reprendre quelques propos, quelques idées que vous venez de développer. En matière, par exemple, du pétrole. On a dit que le pétrole, c'est une histoire avec fin. Et chaque année, on se réveille sur une nouvelle, disons que le pétrole, que les pays seront secs d'ici 2030, d'ici 2050. Et à chaque fois, le pétrole ne tarit pas. Ça, c'est d'une. En matière de consommation, je pense que l'État a suffisamment d'outils pour surveiller la consommation. Il a installé la commission de surveillance des consommations, la SGS, la Société Générale de Surveillance. Il y a l'APRU qui aussi utilise ces moyens pour sensibiliser les gens. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a un alarmisme dans l'air et qui n'est pas justifié. Écoutez, lorsque vous voulez, vous parlez, je vais revenir aux outils de contrôle que vous avez cités. D'abord, on contrôle quoi? Si on contrôle d'abord une information, la confirmation de l'atteinte d'un objectif. Un objectif s'exprime par des chiffres et par un facteur temps, d'accord? Et c'est la base même du contrôle. Donc, aujourd'hui, si vous posez la question seulement sur le chiffre, si vous voulez vérifier ce que fait l'ONS, vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crédibilité dans tous les chiffres que nous manipulons. C'est un problème déterminant. Si vous voulez, j'ai assisté à une réunion de l'organisation des statisticiens et des planificateurs, tout le monde se plaint. Avant, on avait des chiffres qui étaient plus ou moins crédibles. Maintenant, tous les 12 ans. Maintenant, mais... tous les 12 ans. Le programme de l'agriculture, qui n'a pas été... toutes les statistiques de l'agriculture n'ont pas été faites depuis 13 ans. Alors que vous avez un programme. Comment allez-vous contrôler ce programme si les chiffres n'existent pas? Alors, et en plus, un organe de contrôle ne peut pas dépendre de l'exécutif, il ne peut pas être jugé parti. Alors donc, nous on est en train de dire, oui, il faut réformer. Il y a un problème de subvention aussi. Ça va y arriver, les subventions. Mais il faut réformer. Il faut réformer. Il faut réformer en écoutant ceux qui vont prendre le risque d'investir.
Et non pas réformer sur la base d'une approche volontariste de l'État qui dit « voilà, je vais faire ça, je vais faire ça ». Et on voit le résultat, après, il y a plus rien. On a décidé d'avoir une industrie automobile, ça va à contresens totalement des logiques de rentabilité et de stratégie industrielle. On revient, M. Hasni, sur les ENR et le cahier de charge qui a été établi par les autorités. Est-ce que vous avez fait une lecture de ce cahier de charge? Est-ce qu'il donne accès aux des propositions incitatives aux étrangers pour venir investir? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, vous êtes en train de me dire que ce cahier de charge était destiné à des investisseurs étrangers. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce qu'il donne accès aux IDE de venir, parce qu'on a besoin d'IDE. Non, il faut savoir que le cahier de charge n'était destiné pratiquement que pour les investisseurs locaux, de par la taille, 150 mégawatts. Ouais. Maintenant, on ne peut pas baser une approche d'incitation à l'investissement avec les mêmes conditionnalités qu'on retrouve, qu'on avait pour un projet de 4000 MW et qu'on retrouve dans un projet 150 MW. On dit qu'il faut que tous les équipements soient fabriqués localement. Ça aussi, ça fait partie de la conditionnalité. On dit qu'il faut que l'investisseur s'engage pendant 15 à 20 ans. Et il faut qu'il s'engage sur une offre de tarifs pour l'électricité produite pendant toute cette période. Avec un dinar qui perd pratiquement 20% par an. Un risque pareil. Est-ce que vous pensez qu'un investisseur local a les moyens de pouvoir y faire face? Je me pose toujours cette question. Et vous ne pouvez pas vous imposer le site, vous devez faire tel endroit, tel endroit. Les énergies renouvelables, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un investissement comme un autre investissement. Pour pouvoir choisir le site, on prend à peu près une année à mesurer les paramètres de rendement. Dans le cas du solaire, on mesure les radiations solaires pendant une année pour savoir si là, on peut atteindre cette rentabilité et pouvoir nous engager sur telle quantité d'électricité qui pourrait être produite et à tel coût. Alors, ma réponse est aujourd'hui, nous n'avons pas libéré. Il faut réformer cela. De l'autre côté, maintenant, ce n'est pas 150 MW qui va régler le problème. Nos objectifs sont de 22 000 MW. Et quelles sont les raisons qui ont fait que le gouvernement établit un cahier de charge de 150 MW? Pourquoi ne veut pas aller au-delà? Techniquement? Techniquement, parce que je pense que le grand problème, il faut toujours revenir aux causes. Ce n'est pas pour rien, alors qu'on déclarait que les énergies renouvelables étaient une priorité nationale, quand tout d'un coup on change de fusil d'épaule. Tout simplement, il n'y a pas d'argent. Et on n'ose pas le dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent pour en mettre. Pourquoi? Parce que notre rente pétrolière pratiquement a disparu avec la baisse du prix du pétrole. Est-ce que vous savez que, vous avez vu, on a réduit presque de moitié. Le déficit est devenu une réalité maintenant, le déficit budgétaire. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous essayez de vous accrocher toujours aux mamelles de la vache, Sonatrach, c'est elle qui... Et à ce moment-là, les besoins de Sonatrach dépassent de loin les recettes qu'on peut escompter. Et on lui demande de faire tout à la fois. C'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Par exemple, il y a un lobby pétrolier qui bloque un petit peu la marche des énergies renouvelables en Algérie. Non, ça c'est une autre question. Oui, non. Alors, lorsqu'on examine au plan mondial,
Il y a bien sûr des contraintes fondamentales. J'ai eu d'ailleurs à en parler dans un article qui a été publié d'ailleurs, où je dis qu'il y a en fait trois contraintes qui viennent s'opposer à cela, au développement des énergies renouvelables. C'est, premièrement, les lobbies pétroliers. Les lobbies pétroliers, vous savez, je ne parle pas de l'Algérie, non, parce que l'Algérie ne compte pas. Les lobbies pétroliers, c'est une capitalisation de 2500 milliards de dollars au niveau mondial. C'est le quart de la capitalisation mondiale. D'accord? Donc c'est un point important. Et il y a juste une contradiction qui peut nous surprendre, c'est que le président Trump ne joue pas avec le lobby pétrolier américain. Pourquoi? Parce qu'en réduisant les prix du pétrole, il réduit en fait les recettes des lobbies pétroliers américains. Mais sa stratégie, lui, c'est de réduire le prix du pétrole pour satisfaire ses électeurs. Ça, c'est la seule exception qui existe. Par ailleurs, partout dans le monde. Maintenant, les lobbies pétroliers, en dehors des Américains, on s'aperçoit qu'il y a une réaction après la COP24. Et les conseils et les assemblées générales, et les membres des assemblées générales, entre autres de Shell, de Total et de BP, exigent maintenant des sociétés qu'elles respectent les engagements climatiques. Mais ça veut dire que les lobbies pétroliers sont en train de diminuer de poids. Par contre, les autres lobbies qui apparaissent, vous avez le lobby industriel. General Electric, les fabricants des équipements qui vont utiliser les énergies fossiles. Ils ont subi. General Electric risque une faillite à cause de ça. Ils sont en plein déclin au niveau boursier. Et vous avez bien sûr les fabricants des voitures. La voiture électrique devient une réalité. Donc, ces lobbies-là s'opposent aux énergies renouvelables. Troisièmement, qui? Eh bien, les producteurs de pétrole. Les producteurs de pétrole voient la rente diminuer. Et vous savez que avec au moment où le pétrole était à 100, 120 dollars le baril, ce que représentait la part du pétrole dans le prix du carburant, c'était 30%. 30%. Aujourd'hui, à 50 dollars, elle tombe à 15% seulement. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus de rente. Monsieur Hasni, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Bon, j'ai beaucoup de questions aussi à vous soumettre, mais malheureusement, c'est-à-dire on est un petit peu cerné par le temps. En deux mots, je vous pose une dernière ou deux dernières questions. Oui. Mais très, très concis, hein, c'est-à-dire au niveau de Sonatrach, on a mis dernièrement le projet d'une installation d'une direction des énergies nouvelles, ce qu'on appelait les directions, petites structures pour les énergies nouvelles, exact, oui. Et qui a été tout de suite dissoute quelques temps après. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, non, je pense que l'idée de créer une structure énergie renouvelable à Sonatrach était logique. Toutes les grandes boîtes pétrolières, maintenant, jouent sur ça. Elles jouent sur ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'image de la société, vis-à-vis de la société. Et d'autre part, la transition énergétique va vous amener à voir la part de l'électricité augmenter de 80% d'ici à 2050. Et en 2050, le gaz ne va représenter que 23%, le pétrole va tomber à 15% seulement. Et la production électrique va venir à 55%, donc dans la production énergétique globale, hein, 55% de l'énergie produite électrique sera produite à partir des énergies renouvelables et 7% seulement le nucléaire. Alors, maintenant, je voudrais quand même dire que notre problème à nous,
n'est pas que les énergies renouvelables soient une structure dépendante de Sonatrach ou de Sonelgaz ou d'un ministère. Il faut donner l'autonomie à une structure. Comme l'avait NIL. NIL existait, c'est une société que, à l'époque... Que vous présidiez. Voilà. Ouais. Et les Marocains ont fait exactement la reproduction de NIL, ils ont créé Mazen. Mazen vient de réaliser 2000 MW en renouvelable, solaire thermique photovoltaïque. Et juste pour terminer, voilà. Bah, je pense que la transition énergétique est un train sur rail, c'est fini. Il faut qu'on soit conscient de cela. Voilà. Et le marché de l'électricité va connaître un développement important. Sonatrach devra aller sur le marché d'électricité, qu'elle le veuille ou pas. Et donc, les nouveaux réseaux électriques demain seront en courant continu. Dans 10 ans, ils seront sur des matériaux supraconducteurs. Vous aurez des villes, des mégapoles qui feront 100 millions d'habitants. Et vous ne pourrez y accéder que par l'électricité. Voilà. Alors, la recommandation que nous faisons, nous avons là une opportunité unique. Les discussions des 5+5 qui vont s'entamer dans le cadre de ce développement durable. Nous avons la chance d'avoir la commission transition énergétique. Je crois que là, c'est une opportunité pour nous de pouvoir positionner notre pays au sein de ce grand marché entre les deux rives et qui va s'étendre vers l'Afrique. Merci beaucoup, M. Hasni. On l'aura compris. On a intérêt à ce que notre mode de vie change. On aura compris qu'il faut absolument sortir du tout pétrole, qu'il faut diversifier notre économie, qu'il faut un petit peu se baser sur notre savoir-faire et notre richesse naturelle. Bien sûr que bon, il y a beaucoup de questions que j'aurais pu encore poser à M. Hasni, sauf que là, on arrive au terme de notre émission. Je tiens aussi à remercier, comme d'habitude, toute l'équipe qui est derrière, que ce soit Hicham, Yahya ou Marwan, qui font tout pour que cette émission réussisse. Merci beaucoup et à très bientôt.